Il faut revenir dans le contexte des années 80, même si ce contexte-là n'a pas forcément changé, de Palm Beach. Palm Beach, en Floride, c'est l'endroit où, historiquement, les fortunes américaines ont une maison, souvent une maison de vacances, ou leur domicile secondaire, de certains leur domicile principal. La maison que vous voyez là, c'est celle de Pashkow. On va en reparler dans quelques minutes. Lorsque vous regardez un film comme certains l'aiment chaud, l'idée, c'est de partir, hein, c'est évoqué plusieurs fois, c'est de partir, même si le film a été tourné en Californie, du côté de San Diego, c'est d'aller à Palm Beach pour rencontrer un milliardaire américain ou un millionnaire américain et l'épouser. C'est le lieu où la fortune américaine part en vacances, comme l'a été en France, Deauville, Monaco. C'est vraiment cette idée-là. Et dans les années 80, lorsque Epstein décide que son statut, que sa vie autour d'un monde de l'argent, à ce moment-là, il a travaillé pour une compagnie du côté de New York, une compagnie de courtier en bourse. Ça s'est mal terminé pour lui, mais ça lui a permis de se rendre compte, hein, il vient d'un milieu modeste, que autour de lui, souvent par 1 ou 2 degrés de séparation, il y avait des personnes avec une fortune colossale. Et c'est à ce moment-là, avant même de devenir lui-même millionnaire, qu'il décide de passer une partie de son temps à Palm Beach. Hein, il a un bureau d'une pièce, il dort de temps en temps dans son bureau parce qu'il n'a pas plus les moyens que ça, mais il multiplie les allers-retours entre New York et Palm Beach, principalement au début des périodes de vacances ou de week-end, ce qui lui permet de se retrouver dans l'avion, assis à côté de quelqu'un qui a peut-être, hein, c'est son but, c'est quelqu'un qui a vraiment une personnalité, un charme, qui est charismatique, qui a une culture, de se mettre à parler avec la personne à côté de lui. C'est un mécanisme essentiel qui est à l'origine de la réussite financière de Epstein. Son charme et cette volonté donc de rentrer en contact avec des gens. Et c'est comme ça que, par exemple, il va devenir, on le détaillera lorsque on ouvrira le dossier de Les Wexner dans une prochaine émission. Il va un jour voyager dans les années 80 à côté de quelqu'un qui est en charge d'une partie de la fortune de Wexner. Il va devenir son meilleur ami. Il va s'inscrire dans son club de sport où il va le fréquenter au quotidien jusqu'au jour où cet ami va accepter à la demande de Epstein de le présenter Wexner. Peu à peu, il va laisser tomber cet ami qui est juste un intermédiaire vers son but et va devenir l'ami incontournable de Wexner, et c'est ce qui va l'amener à devenir extrêmement riche. Vous allez voir, c'est intéressant. En 1985, à la fin, après 1985, c'est dans la même volonté de rentrer dans ce cercle de l'argent à Palm Beach qu'il rencontre Joel Pashkow. Joel Pashkow, c'est une personne qui est un anonyme de l'argent.
Il a fait une fortune personnelle. Il a des activités dans des États de compagnies à New York. Et dans le cadre de ces compagnies à New York, il a fait des affaires avec Donald Trump. Il a fait des affaires avec Donald Trump et en 1985, lorsque Donald Trump rachète et transforme Mar-a-Lago en club privé, Joel Paschkow est un des membres fondateurs de Mar-a-Lago. C'est Joel Paschkow qui, à la fin des années 80, va présenter Jeffrey Epstein à Donald Trump. Et ensemble, ils vont devenir un trio d'amis qui jouent au golf ensemble, voyagent ensemble, se retrouvent dans des soirées ensemble et dans le point commun entre Paschkow et Trump, c'est lorsqu'en 2003, Ghislaine Maxwell les sollicite pour écrire une carte d'anniversaire à Donald Trump. Ils vont chacun à leur manière rebondir sur la sexualité de Epstein. Si on revoit l'illustration numéro 2, Thomas, avec Epstein en train de se faire masser et Mar-a-Lago derrière, cette image est d'autant plus choquante et on comprend toute la stratégie de Donald Trump. Pas de dire l'explication la plus simple qui aurait pas fait de polémique en disant bah oui, en 2003, personne ne savait rien sur Jeffrey Epstein. Et oui, je lui ai écrit une carte pour son anniversaire parce que on me l'a demandé et parce que dans ces moments-là, c'est documenté. C'était un de mes amis, une de mes connaissances. Non, on a choisi du côté de l'administration Trump de dire tout ça, c'est un faux. Cette lettre est un faux. Ce dessin, tout ça, c'est faux. Parce que on ne veut pas rattacher Donald Trump à d'autres personnes dans ce document-là. On ne veut pas rattacher Donald Trump à Joel Paschkow, alors que c'est lui qui l'a présenté à Jeffrey Epstein. On ne le veut pas parce que Joel Paschkow, qui est toujours en vie aujourd'hui, est l'exemple parfait de ce que disait Thomas Massie. Des proches de Donald Trump, 1985, nous sommes en 2025, membre fondateur de Mar-a-Lago, et des proches et des gens qui financent le Parti républicain. Joel Paschkow est un des financiers non seulement du Parti républicain, mais de Donald Trump personnellement depuis le début de sa campagne, sa carrière politique. En 2015, Joel Paschkow, l'auteur de ce dessin qu'on vous a déjà montré plusieurs fois, est un des premiers financiers à signer un chèque pour la campagne de Donald Trump au moment où Donald Trump est dernier ou avant-dernier dans les sondages pour l'investiture républicaine. Un des premiers à venir le soutenir, c'est Joel Paschkow. Entre 2015 et 2025, en 10 ans, de manière traçable, je suis allé sur les bases de données publiques de la FIC, qui est la Commission fédérale pour les élections, pour le financement.
Et vous savez qu'aujourd'hui, via les super PAC, il y a des manières de faire des dons en passant pas directement en tant qu'individu, mais par une compagnie qu'on a créée, donc de créer ce dark money. Là, je vous parle simplement des dons faits par Paschal directement en son nom propre. C'est 165 000 $ versés à Donald Trump. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde, et lorsque je vous parle de dons jusqu'en 2025, c'est que la dernière fois qu'il a donné de l'argent à Donald Trump, c'était pour la cérémonie d'investiture. Et donc, Joel Paschal, l'auteur de ce dessin, et c'est pour ça que Donald Trump vous dit c'est faux, parce que si c'est faux, ça veut dire que tout le reste est faux. C'est ce que veut Donald Trump. C'est de vous dire que tout ce qui est dans ce document est bidon. C'est une construction faite par les fake news. C'est une construction du Wall Street Journal. Parce que dans la réalité, dans Paschal, jusqu'à novembre dernier, continuait à soutenir financièrement Donald Trump. Et au-delà de ça, dans les comptes publics, on voit que c'est quelqu'un qui est un des financiers historiques, comme Leslie Wexner, du Parti républicain. Il soutient Ted Cruz. On voit que dans ces dons, il y a aussi WinRed, donc c'est la machine à financer les petites candidatures. Donc vous faites un versement, comme vous pouvez le faire du côté démocrate avec ActBlue, vous faites un versement à WinRed qui va dispatcher cet argent où c'est nécessaire de le dispatcher. Vous voyez qu'il soutient le Trump National Committee, le Save America, le Never Surrender, qui sont tous ces groupes faits autour de la candidature de Donald Trump. C'est quelqu'un qui a soutenu aussi, pour vous dire depuis quand remonte son attachement avec les républicains, qui a soutenu en 1999 Rudy Giuliani, qui voulait être président. Donc vous avez, de manière légale, on soutient Rudy Giuliani en 1999 et on passe directement à Donald Trump à partir de 2015-2016. Et donc, quand vous vous remettez dans le point de vue de Thomas Massie, vous comprenez que Donald Trump ne veut pas sortir ce dossier indépendamment de lui-même, mais parce qu'il contient des informations sur d'autres personnes. Un ami de 50 ans, un ami membre fondateur de Mar-a-Lago, un ami dont la propriété, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est une propriété qu'il a achetée dans les années 2000, qui a une particularité. Elle est à 3 rues de Mar-a-Lago. À 3 rues de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, où on le retrouve dans tout, au cours des années, dans tous les événements qui se tiennent, les soirées caricatives, les bals, les événements. Encore récemment, c'est la photo la plus récente de Joel Paschal, il est à Mar-a-Lago, c'est en 2023. Joel Paschal n'a jamais été interrogé par la justice sur ses relations avec Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell et Donald Trump, et sur ce qu'il se passait à Mar-a-Lago, qui, enquête après enquête, démontre que c'était un lieu principal de pouvoir, d'échange et de cover-up. À tout de suite.
Voilà, merci d'être avec nous. Waouh, ouais, quel dossier. Le dossier n'est pas encore fini. Mais oui, Guillaume, c'est une bombe nucléaire, ce dossier. Vous comprenez, on comprend pourquoi Trump ne peut pas même 1% de ce dossier, rien peut être vrai, rien peut exister. Mais bon, voilà. Donc, merci beaucoup à Fafa Gala qui nous dit que c'est plus besoin de la télé parce que voilà, Popcorn avec Maintenant Média. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci aussi à Stéphane depuis les Québec qui est passé. Merci beaucoup. Et un merci aussi à Tali depuis la Suisse qui est passé 2 fois par Super Sticker ce soir. Merci beaucoup à tout le monde pour votre soutien. N'oubliez pas de laisser votre pouce pour aider la chaîne. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci à tout le monde d'être là. Merci pour vos messages. Évidemment, pour vos soutiens à cette émission. Vous imaginez, ce sont des semaines et des semaines et des semaines de préparation. Et merci Rosan. Je t'offre pas un abonnement sur maintentmedia.com parce que tu es déjà. Ouais, Marco, c'est exactement ça. C'est pour ça, et oui, Mel, c'est pour ça que tout le dossier, il faut que ça soit un hoax. Et oui, le Deep State, c'est eux. Donc, je voulais dire merci à celles et ceux qui nous soutiennent, soit ici en Super Chat et Super Sticker, ou soit sur maintentmedia.com, parce que voilà, vous comprenez bien que ce genre d'émission, et ce n'est pas fini, ce genre d'émission ne se prépare pas en 10 minutes avant de débuter un direct, et que c'est énormément de travail. Et ce n'est pas fini. Faut arrêter les gens, je vais pas travailler pour Cash Patel, c'est hors de question. Allez, on fait un petit jingle et on continue à explorer ce dossier. À tout de suite. Nous revoilà dans notre troisième partie de l'enquête interdite. Si vous aimez cette série, il y a déjà deux autres épisodes, mais surtout, il y en aura d'autres. Vraiment, c'est une série, et donc je ne dis pas que ça sera là tous les dimanches parce qu'il faut beaucoup de travail, mais justement, dans certains de nos dimanches à venir, dans les semaines à venir, il y aura d'autres dossiers, d'autres chapitres de cette enquête interdite. En 2008, il faut attendre 2008, et j'insiste cette date-là, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut attendre 2008 pour que Jeffrey Epstein fasse enfin face à la justice. On va revenir sur les conditions de ce qu'on appelle ce Sweetheart Deal. Il faut attendre juillet 2006 pour que le FBI commence à enquêter sur Jeffrey Epstein dans le cadre de l'opération Leap Year. C'est d'autant plus choquant avec le recul que on sait que les premières plaintes déposées contre Jeffrey Epstein à New York et en Californie, dans le cadre de 2 affaires différentes, remontent à 1996 et 1997. En 1996, ce qui est encore plus scandaleux, c'est la plainte de Maria Farmer, c'est que on passe de la police du NYPD au FBI. Et donc, il faudra attendre 10 ans l'ouverture d'une enquête du FBI en juillet 2006, un acte d'inculpation en 2007, et puis en 2008, cet accord négocié
par Alexander Acosta, qui est le US Attorney du Southern District of Florida, donc qui est le représentant de l'État fédéral pour le sud de la Floride, cet accord de plea deal où Jeffrey Epstein reconnaît une culpabilité limitée, c'est-à-dire limitée dans le sens où on ne parle pas de pédophilie, on parle de sollicitation, c'est-à-dire que sollicitation, c'est lorsque vous payez pour une prostituée. On ne parle pas de réseau criminel ici. Et en échange de cet accord et des conditions de prison qui sont extrêmement favorables, où en fait il n'est pas dans une prison fédérale, il est dans la prison locale du bureau de Palm Beach, où il a le droit de sortir, il a le droit il est obligé de rentrer le soir, il dépasse fréquemment l'heure, il continue à avoir sa vie à l'extérieur, sous le contrôle de la police. On va en parler dans quelques secondes, où ça n'empêche pas d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs. Sous le contrôle de la police, ça n'empêche pas d'avoir des relations sexuelles en mineurs. Le point le plus important de cet accord-là, c'est qu'il contient un acte d'immunité pour Jeffrey Epstein, dans le cadre de tout ce qui s'est passé à Palm Beach, pour des poursuites fédérales. Aujourd'hui, Ghislaine Maxwell est devant la Cour suprême et elle estime que cet accord, ce plea deal de Epstein en 2008, la protège également, que c'est un accord, une immunité fédérale qui protège Epstein et ses complices, nommés ou non nommés. C'est la manière dont c'est écrit dans le document. Et donc, elle dit elle n'aurait pas dû être jugée en 2019 parce qu'on n'a pas respecté l'accord du gouvernement américain. C'est ce que dit son avocat lorsqu'il a contacté Donald Trump en lui disant voilà, il faut la pardonner parce que sa condamnation ne respecte pas la parole du gouvernement américain. Si un jour Donald Trump pardonne Ghislaine Maxwell et a besoin d'une excuse pour justifier son geste, c'est exactement ce qu'il dira. Il dira ben non, mais le gouvernement américain, c'est pas moi, je n'étais pas là, c'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Mais je gère juste les conséquences. Et donc, dans les conséquences, il y a eu cet accord signé en 2008. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que on revient un petit peu en arrière, excusez-moi. Pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est parce que, avant d'arriver au FBI et cet accord négocié avec Alex Acosta, il y avait non seulement de nombreuses rumeurs qui circulaient à Palm Beach, on est dans une partie limitée entre des quartiers très riches. Vous avez vu les genres de villas où se trouve Mar-a-Lago, où Jeffrey Epstein est membre, comme Joel Acosta, exactement, merci Thomas, Pashkao, Joel Pashkao. Et les quartiers les plus proches, les plus pauvres de Palm Beach, où sont recrutés les mineurs qui vont accepter de faire ce que, en nom de code, du côté de Epstein et Maxwell, on appelle des massages pour quelques centaines de dollars. Et donc, dans cette petite zone, riche et pauvre, filles souvent livrées à elles-mêmes, ou en tout cas dans des relations, dans des situations familiales extrêmement compliquées, qui font des cibles idéales pour toute forme d'abus, il y a des rumeurs qui circulent. Il y a même des dénonciations et il y a même des plaintes.
et pourtant il ne se passe quasiment rien. Il faut attendre en fait la formidable enquête Perversion of Justice, qui est cette enquête menée par Julie K. Brown, pour comprendre que la police de Palm Beach avait décidé de regarder ailleurs, de ne pas faire confiance aux victimes, pire que ça, de les menacer de poursuites, ces jeunes adolescentes qui racontaient comment elles avaient, d'une certaine manière, invité, recruté des amis à elles, et donc la police leur faisait dire « Ok, si on prend ta plainte, ça veut dire que tu es complice. » La police de Palm Beach a fait circuler le nom de victimes mineures dans les médias locaux, faisant de ces filles mineures victimes d'agressions sexuelles des cibles. Et donc, il a fallu attendre cette enquête de Julie K. Brown, journaliste du Miami Herald, pour comprendre l'ampleur de tout ça. Et au-delà de ce qui s'est passé, la police de Palm Beach a toujours eu du mal à condamner, moralement, en termes de principe, ce qu'avait fait Jeffrey Epstein. On va voir ce tweet de 2019, justement, après l'arrestation de Epstein, de Julie K. Brown. C'est une interview dans le Palm Beach Post, donc on est vraiment dans la presse locale, du chef de la police et certains des policiers qui racontent comment ça s'était super bien passé avec Jeffrey Epstein en 2008, comment c'était un prisonnier modèle et comment tout s'était bien déroulé. Évidemment, c'est extrêmement choquant, hein. C'est en 2019 et vous avez du côté donc, de la police de Palm Beach une espèce de réhabilitation de Jeffrey Epstein. On va voir, je vous le disais tout à l'heure, sur ces conditions de prison, le fait que Epstein, les témoignages existent, avait des relations sexuelles avec une fille de 18 ans. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, la majorité est à 21 ans. Alors que il était dans le cadre de ce deal où, dans la journée, il pouvait aller travailler pour une compagnie non-profit qu'il avait lui-même créée. Donc, c'était son excuse de dire pendant ma période de plainte, je ne passe pas mes journées en prison. Je vais travailler pour cette non-profit qui va donner de l'argent du côté de la Floride. Et ce qui me permet de passer mes journées à l'extérieur. Évidemment, il y aura un policier devant la porte pour éviter que je m'échappe. Un policier devant la porte, ce qui n'empêchait pas au policier de tourner la tête et de regarder ailleurs quand il recevait fréquemment des jeunes filles. Imaginez la chose, Thomas. Imagine la chose. Il est condamné. Il passe. Il a eu cet accord, certes, mais il est condamné par rapport à ces sollicitations de mineurs. Et sous contrôle de la police, il continue à faire la même chose. Voilà, il n'y a aucune excuse. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut revenir sur ce deal. N'oubliez pas, c'est quelque chose qui était négocié avec Alex Acosta, qui était négocié et accepté.
Voilà, c'est ça. Et n'oubliez pas pour arriver à ses bureaux, il partait en limousine avec la police qui l'accompagnait comme s'ils étaient son assistant. Et juste attendre. Ok, vous avez fini, Monsieur Epstein. On peut rentrer maintenant ou ça vous convient pas là? Plus tard? C'est fou. Du côté de Palm Beach, la police avait systématiquement décidé de regarder ailleurs, donc de ne pas regarder vers Jeffrey Epstein et de regarder encore moins vers de probables complices. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans l'affaire du côté de Palm Beach, c'est Jeffrey Epstein tout seul, encore une fois. Jeffrey Epstein a été informé avant son arrestation, qui a laissé du temps à la destruction de ses ordinateurs. Donc, il a été informé avant l'arrestation. Ils ont regardé ailleurs, ils ne se sont jamais intéressés à des complices, ils ont fermé les yeux, c'est le cas de le dire, lors de ces conditions de détention. Ils ont également continué à dresser un portrait favorable du côté de Epstein après son arrestation du côté de New York cette fois-ci. Sa fameuse non-profit Florida qu'il a créée pour avoir quelque chose à faire pendant ces conditions, pendant sa détention, c'est quelque chose qui a été immédiatement dissous une fois que Epstein a terminé de purger sa peine. On sait que une partie, vous allez voir l'ironie de la chose, une partie de l'argent qui était levé par cette organisation caritative qui a servi d'excuse à Epstein pour ne pas passer ses journées en prison était directement renvoyé au bureau du shérif. On sait aussi que la comptabilité et les preuves de ces virements ont été perdues à un moment dans les années 2000, des années 2010, quand justement Julie K. Brown commence à s'intéresser à ce sujet-là. On sait aussi que Virginia Giuffre, qui a été la première à mener, il y a eu Farmer, il y en a eu d'autres, mais la première du côté de Palm Beach à mener cette affaire jusqu'à presque à son terme, a témoigné de nombreuses fois, on le voit ici, en expliquant que Jeffrey ne se cachait pas, et c'était un fait connu pour toutes ces filles qui tournaient autour de lui, qu'il avait des connexions directes et qu'il avait le Police Department dans sa poche. Là, il y a de multiples témoignages où elle raconte des discussions avec Jeffrey Epstein. Tu peux les faire passer, Thomas, on va pas rentrer dedans, mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer qu'ils existent. Donc, ça fait partie des dépositions, des différentes dépositions que Virginia Giuffre a menées dans le cadre de ses plaintes, entre autres contre Ghislaine Maxwell, où on raconte cette corruption entre Epstein et le bureau de la police. Donc, vous voyez ce versement entre 2008 et 2009 de 128 000 $. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la chose, il est prisonnier et en même temps, il verse 128 000 $. C'est quasiment un prix d'hôtel, là. Et donc, cette compagnie qui a disparu, la Florida Science Foundation, en 2009. Vous le verrez quand on parlera de Les Wexner, du côté de l'Ohio, vous avez exactement les mêmes mécanismes. Des hommes extrêmement puissants, avec de l'argent, des relais politiques
des relais judiciaires et des relais au sein de la police, du shérif, qui travaillent en fait pour eux. La plupart des policiers de New Albany, où Leslie Wexner était installé, où Jeffrey Epstein avait 2 propriétés, on est dans l'Ohio, où Annie Farmer a été violée, la plupart des policiers travaillaient aussi, on a le droit, c'est vraiment une différence entre les États-Unis et l'Europe, vous avez le droit d'avoir, lorsque vous êtes policier, une seconde profession. Et donc, très souvent, c'est d'être en charge de la protection. Vous faites en fait de manière privée ce que vous faites de manière publique. Et donc, il travaillait pour la sécurité privée de Wexner. On va revenir du coup à Joel Paschkow. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est quelqu'un donc qui a présenté Epstein à Trump, qui, ces 3 illustrations de 2003 nous le démontrent, connaît les activités sexuelles de Epstein, est présent 20 fois dans le Black Book, a pris 13 fois l'avion, le Lolita Express, avec Epstein, et c'est quelqu'un qui n'est, aujourd'hui encore, qui n'a jamais été inquiété. Je vais vous montrer maintenant un des mécanismes. Je ne dis pas, attention, que c'est pour cela qu'il n'a jamais été indiqué. Il n'a jamais été inculpé ou jamais inquiété. Mais je vais vous montrer un des mécanismes qui permet, ça va être juste un exemple, de manière générale, à ces hommes puissants, tels que définis par Thomas Massie, tels que définis par les survivantes l'autre jour devant le Congrès, d'échapper à la justice. Toutes les grandes villes, c'était le cas à Dallas où nous vivions avant, c'est le cas à Las Vegas, ont un bureau de police ou un shérif, souvent c'est la même chose d'ailleurs, qui eux-mêmes créent une fondation. Cette fondation-là vit de dons privés. Elle sert à soutenir les familles lorsque, par exemple, il y a un décès d'un policier en service, donc de soutenir les familles, soutenir les orphelins, ce sont vraiment des bonnes causes. Offrir des cadeaux pour les départs à la retraite, etc., etc. Et évidemment, à Palm Beach, il y a une fondation de la police, et cette fondation, elle est présidée toujours par le chef de la police ou l'ancien chef de la police, mais il y a un board. Et dans ce board, il y a des directeurs. Et ces directeurs-là, ce sont systématiquement des businessmen. Et on retrouve dans le board de la direction de la fondation de la police de Palm Beach, Joel Paschkow. On va voir, donc là c'est la fiche de tous les directeurs. Il y a d'autres noms qui sont dans le dossier, donc dans les dossiers Epstein, mais on va s'intéresser évidemment à Joel Paschkow. Si vous allez sur le site de la police de Palm Beach, vous voyez qu'il a un rôle extrêmement actif. Tellement actif, regardez, on est vraiment dans le site de la fondation où il y a sa biographie en vous expliquant que c'est une des personnes les plus importantes de ce board-là. Et vous avez tout son parcours économique, d'homme d'affaires, etc., etc., etc. Je ne dis pas, évidemment, que cette présence de Joel Paschkow dans ce board fait que la police préfère regarder ailleurs ou qu'un jour la police fait que on prévient Jeffrey Epstein de sa future inculpation dans les jours, lui laissant le temps de détruire
des centaines de preuves, mais disons que c'est intéressant. Pour financer cette fondation, il y a chaque année, l'année dernière encore, et depuis 30 ans, un bal annuel de la police et des pompiers pour financer. À l'exception de 1 ou 2 années, ce bal a lieu à Mar-a-Lago. Donc vous voyez, c'était 500 supporters et invités qui viennent, qui payent, qui font un chèque, qui font des dons pour des ventes aux enchères, etc., etc. Cette année, le bal de la police à Mar-a-Lago a rapporté 4,5 millions de dollars à la police de Palm Beach. Et on voit que au cours des années, on va vous montrer des illustrations de Paschal qui préside ou qui participe à cette soirée-là avec le chef de la police de l'époque. Donc ça, c'est une photo qui date de 2011. Donc en 2011, on est 3 ans après l'affaire Epstein. Vous avez... C'est à Mar-a-Lago, là aussi. À Mar-a-Lago. Ouais. Vous avez à Mar-a-Lago les soirées. C'est tellement à Mar-a-Lago que là, vous voyez, vous avez une autre. Donc, cette fois-ci, c'est avec le chef de la police de la fondation, cette fois-ci, John Scarpa, avec sa femme et avec Donald Trump et Melania. Et chaque année, c'est la même chose. C'est peut-être une grille d'explication. Je n'affirme rien, mais c'est peut-être une grille d'explication lorsque, vu de l'extérieur, on se dit, mais pourquoi pendant des années, les victimes, et quitter Mar-a-Lago, quitter la Floride, quitter les États-Unis, les victimes, la parole des victimes n'est jamais prise au sérieux, que la police de Palm Beach a menacé certaines de ces jeunes adolescentes, a livré le nom de certaines de ces adolescentes en pâture au public, en les décrivant comme des proxénètes à 16 ou à 17 ans. Et pourquoi en 2019, comme le soulignait Jelly K. Brown, la police s'enthousiasmait encore sur le prisonnier modèle qu'était Jeffrey Epstein. Pour être impuni, pour ne jamais être inquiété par la justice, pour toujours passer entre les mailles du filet, vous avez besoin d'argent. Cet argent vous achète les meilleurs avocats, Alan Dershowitz, mais cet argent aussi vous achète un réseau qui vous protège. Et du côté de Palm Beach, les meilleurs amis de Jeffrey Epstein dans ces années-là, Donald Trump et Joel Paschal, étaient au milieu d'un réseau où se mélangeaient jeunes filles, argent et police. Et c'est peut-être pour ça qu'ils continuent à échapper à la justice. Mais ils n'étaient pas les seuls. À tout de suite.